y a le franc CFA pour les pays du Goa, ou est-ce qu'on a l'intention de passer directement à une monnaie unique qui remplace les monnaies nationales? C'est important en termes d'ambition, en termes de calendrier, en termes de vitesse qu'on se fixe. Moi, je n'ai pas bien compris, quand je regarde les déclarations officielles, ce qu'il en était. Dernier point, avant d'aborder rapidement la deuxième partie. Voilà. Non, j'avance. 25 minutes, j'ai commencé à 3. Donc, je vais jusqu'à 28. Il y a un point qui m'intéresse. Dans un papier que tu as vu, Claude, que j'avais fait le 2 janvier dans les Échos sur le sujet, enfin, un papier sur l'écho dans les Échos. Vous avez des références dans votre papier. Bon, ce qui me frappe, c'est que personne n'a posé la question de l'avenir de la CEMAC. Bon, moi je ne vois pas comment l'Afrique centrale peut conserver le franc CFA s'il disparaît l'Afrique de l'Ouest. Ça n'a pas de sens. Afrique centrale plus les Comores, à mon avis, ça n'a pas de sens. Alors, ça ne pose pas de problème que la zone franc, à la limite, soit totalement mise en cause. Mais je pense qu'il va y avoir une certaine cohérence ici. Et je ne sais pas ce qui se passe du côté de l'Afrique centrale aujourd'hui. Je serais intéressé par voir la manière dont les chefs d'État d'Afrique centrale envisagent leur avenir. Alors, sur ma deuxième partie, à la CERP, je reviens sur les fondamentaux d'un tel projet. Il y a un premier sujet, ce que j'appelle les fondamentaux, c'est le débat, j'imagine que vous allez reprendre, sur qu'est-ce que peut vouloir dire la souveraineté monétaire dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté monétaire? La souveraineté monétaire, pour moi, c'est contrôler son destin en matière monétaire. C'est ça, la souveraineté. Alors, son destin, ça peut être, évidemment, émettre sa monnaie et la gérer. Son destin monétaire, ça peut être contrôler ou agir sur son taux de change, etc. Et il y a différentes composantes dans ce que j'appelle contrôler son destin dans le domaine monétaire et dans le domaine monétaire et financier, parce que je ne fais pas trop de différence entre les deux. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, qu'est-ce que peut vouloir dire la souveraineté monétaire? Alors, je vous donne un exemple rapide pour illustrer ce que je veux dire. Est-ce que la France avait sa souveraineté monétaire dans le système monétaire européen entre 78 et 98 avant l'arrivée de l'euro? À mes yeux, elle avait formellement sa souveraineté monétaire. La Banque de France était totalement compétente pour créer le franc, le gérer, etc. Bon. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, entre 78 et 98, la Banque de France suivait les décisions de la Bundesbank, le mark était la monnaie de référence du système, dans les 5 minutes qui suivaient. La BUBA montait ou baissait ses taux directeurs, la Banque de France suivait. Parfois, la Banque de France anticipait de 5 minutes parce qu'elle savait que la BUBA allait changer. C'était l'illusion de la souveraineté. Est-ce que c'est ça la souveraineté monétaire, de suivre à 100% les décisions qui étaient prises à Francfort? Alors formellement, vous direz, la France était souveraine, la Banque de France avait tous les pouvoirs monétaires, etc. Mais pour moi, c'était une souveraineté formelle, une souveraineté monétaire formelle. Donc je crois que dans le débat, il faut distinguer souveraineté monétaire formelle et souveraineté monétaire réelle. Donc, ce débat-là, il va apparaître, il apparaît, on ne peut pas l'esquiver. Quand je disais qu'il faudrait introduire les monnaies nationales en 83, je connaissais les limites de mon raisonnement, et puis je savais bien qu'il y aurait des pays dominants d'Afrique et des pays suiveurs, de la même manière que la France était un pays suiveur vis-à-vis de l'Allemagne dans les années 80 et 90 jusqu'à l'arrivée de l'euro. Donc, l'euro nous fait passer à une autre approche de la souveraineté qui consiste à dire être souverain, c'est participer à des mécanismes de codécision. Est-ce que la France a plus de pouvoir monétaire et plus de souveraineté en étant partie prenante à Francfort aux décisions de la BCE qu'elle avait de souveraineté quand elle suivait comme un toutou l'Allemagne entre 78 et 98? Il est là le débat pour moi. Alors, vous pouvez dire, on va remettre en cause la globalisation. Et dans ce cas-là, chacun pourra retrouver sa souveraineté, se protéger des mouvements internationaux de capitaux et faire ce qu'il veut chez lui. Bon. Est-ce que le développement autocentré, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Cotte, est-ce que c'est la condition de la souveraineté nationale?
Est-ce que fermer ses frontières, c'est envisageable, c'est souhaitable? Il est là le débat aussi sur la souveraineté. Bon, on va y revenir, j'imagine. Le deuxième point fondamental, c'est le débat sur les critères de convergence. Vous avez vu qu'ils ont été affichés, j'accélère. Moi, je pense que l'Afrique est en train de faire la même erreur que l'Europe ici, sur le problème des critères de convergence. En Europe, dans le traité de Maastricht, nous avons privilégié ce qu'on appelle la convergence nominale. Taux d'inflation, taux d'intérêt à long terme, déficit public, dette publique et taux de change. On a sous-estimé en Europe les problèmes de convergence réelle. Les problèmes de convergence réelle sont les vrais problèmes de nos économies, c'est les problèmes de croissance, c'est les problèmes d'investissement, c'est les problèmes d'emploi et de chômage, c'est les problèmes de productivité. Et quand je regarde les critères de convergence qui sont présentés dans ce projet ECO, à la CEDEAO, l'Afrique est en train de faire la même erreur que nous. Je souhaite lui éviter cette erreur. Si vous pouvez lui éviter, vous décideurs africains, il faut que les Africains mettent en avant les problèmes de convergence réelle, à différence de ce que nous avons fait. Et qu'ils mettent en avant les problèmes de croissance, d'emploi, d'investissement, de productivité, plutôt que l'obsession du 3% de déficit public, plutôt que l'obsession du 70% de dette publique en Afrique, c'est pas 60, c'est 70%, etc. Moi, ça serait là-dessus que je chercherais à me battre si j'avais une prise sur les décisions. Troisième problème de fond que je signale juste en passant, pour faire fonctionner l'ECO, qu'est-ce qu'il faudra comme degré de coordination en matière de politique économique en général? Tu as posé la question en parlant des politiques budgétaires et fiscales. La théorie des zones monétaires optimales qu'on apprend à l'université, pour moi, elle est dogmatique, elle est de peu d'aide par rapport à ces problèmes concrets. Je le dis, ça m'est arrivé de l'enseigner, c'est une référence, mais j'y crois plus trop. Alors, dernier point, qui va être une contrainte, les échanges intra-africains sont évidemment beaucoup plus faibles que les échanges intra-européens. Nous, on a du mal à faire vivre l'euro dans un contexte où chaque pays de l'Union européenne et de la zone euro fait 70% de son commerce extérieur avec les autres. Vous n'avez pas l'équivalent de ce chiffre en Afrique pour des raisons qu'on connaît, qui tiennent au fait que chaque pays africain vend des matières premières et que la spécialisation internationale de la plupart des économies africaines concernées, à mon avis, limite les possibilités de commerce intra-africain. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça a un sens d'avoir une monnaie commune ou voire unique sur une base de commerce intra-zone aussi faible? Est-ce qu'il faut un prérequis? Mais si on attend que le commerce intra-africain se développe avant de faire la monnaie unique, on risque d'attendre très longtemps, très longtemps. Et donc là, il y a une histoire de poule et d'œuf. Donc il faut sortir. Et je termine, c'est ma conclusion. On parle de monnaie, et je suis ravi, parce que je pense que la monnaie, c'est important. J'ai quand même, quand j'ai parlé des problèmes de convergence réelle, vous avez quand même senti que pour moi, et c'est dit dans le titre de mon bouquin collectif, Financer l'économie réelle, moi je travaille sur la monnaie et la finance depuis toujours, parce que je pense que la monnaie et la finance, ça conditionne beaucoup de choses dans l'économie réelle. Croissance, emploi, etc. Mais ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est l'économie réelle. Je ne suis pas un amoureux de la finance en tant que telle. Je suis un amoureux du fait que la finance peut, dans certains cas, être utile au développement durable, au développement inclusif. Et c'est ça qui m'intéresse en Afrique comme ailleurs. Merci de votre attention. Je donne la parole à Michel, mais sur cette dernière question de l'intégration de la zone africaine, la zone CEDEAO africaine, bien sûr, il y a les échanges commerciaux, mais il y a tout le problème aussi du développement inclusif, notamment par ça, et de l'aide, enfin d'un budget réel de la zone qui permettrait aussi d'aider les pays les plus en retard à rattraper les pays qui se développent aujourd'hui plutôt que d'aggraver les divergences. Donc Michel, c'est à toi que je donne la parole.
Voilà, tu as aussi 25 minutes à peu près. C'est bien, Christian, c'était intéressant. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Mais moi, je n'ai rien préparé à l'avance. Je m'attendais à ce qu'il y ait une table ronde. Et j'étais surpris de lire hier soir qu'il faudrait préparer un papier. Alors, je voudrais partir du papier que vous avez en main, vous avez tous en main, et de le commenter du point de vue d'un défenseur du système du franc CFA, dont j'ai toujours dénigré l'acronyme CFA. Il y a longtemps que j'ai demandé qu'on change le nom du franc CFA en franc africain pour éviter toute subordination formelle, parce qu'en réalité, il n'y a pas de subordination réelle. Je maintiens que notre monnaie, le franc CFA, tel qu'il s'appelle encore, a été indépendant de l'emprise de la France depuis 1975, que le gouverneur Fadiga en a pris les commandes quand il a transféré, c'est un Ivoirien qui a remplacé un Français à la tête de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a transféré le siège de Paris à Dakar et il a africanisé tous les cadres de la BCEAO et il a pris les commandes de la politique monétaire. Et à ce sujet, dans notre débat, il faudrait distinguer la politique monétaire de la politique économique. Je crois que c'est cette confusion entre les deux qui fait qu'il y a eu tout ce mouvement anti-CFA depuis 3 ans. Et ce qu'on impute à la BCEAO, on impute à la monnaie CFA les manières de la politique économique qui est dirigée par les gouvernements en place. Et tout le débat est faussé à partir de là. J'en ai déjà parlé avec mon très cher ami Kako. Bon, mais il tient toujours à sortir de la servitude monétaire que je trouve qu'elle n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Tout simplement parce que d'abord, la BCEAO, la politique monétaire est complètement indépendante aussi bien des chefs d'État africains que du chef d'État français. Elle est prise par le gouverneur. Il décide en fonction des intérêts du fonctionnement de la monnaie, des avoirs de la BCEAO dans chaque pays, et même dans la zone plutôt. Et il n'y a pas de servitude, à mon avis. Pour preuve, quand on a décidé la dévaluation du franc CFA en 1994, il a fallu l'unanimité de tous les chefs d'État présents et du gouverneur en place. Et depuis lors, il y a une indépendance totale de la politique monétaire, des décisions de la BCEAO par rapport au pouvoir politique des différents 8 pays de l'UEMOA. Le problème maintenant de passage à l'éco, c'est que nous, les pays de la zone CFA, nous avons toujours visé la convergence, les critères de convergence. Nous sommes actuellement sur les 8 pays, il y a toujours entre 4 et 5 ou 6 chaque année qui respectent les critères de convergence. Bon, c'est très difficile, même en Union européenne, même dans la zone euro en Europe, et tous les pays ne respectent pas en même temps les critères de convergence. Tout dépend des aléas de la politique économique de chaque pays, des contingences extérieures, etc. Donc, maintenant, pour créer l'éco, c'est tout un programme énorme, parce que nous avons des pays qui ne sont pas des États de droit. L'Europe s'est construite, la zone euro s'est construite sur 27 ans. Ça a commencé en 1975 jusqu'en 2002, jusqu'à ce que la monnaie unique s'impose. Donc il a fallu un long chemin, et en plus c'était des gouvernements qui respectaient l'état de droit, qui respectaient la supranationalité et la convergence des intérêts communs.
Alors que quand vous prenez l'exemple actuel de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui comporte 15 États, vous voyez que par exemple le Nigeria, depuis 4-5 mois, il bloque toutes ses frontières, contrairement aux accords de coopération économique. Non pas, on n'est pas dans la zone monétaire, mais dans la zone économique. Le marché commun, il ferme toutes ses frontières. C'est soi-disant pour protéger contre l'invasion contre la concurrence déloyale du riz importé par le Bénin qui traverse illégalement les frontières de façon frauduleuse, comme cela a toujours été depuis des lustres. Donc, le Nigeria bloque l'économie actuellement des 3 pays riverains, le Bénin, le Niger et le Togo, qui n'est pas riverain direct, mais dont la vie économique dépend beaucoup du Nigérien. Donc, il nous bloque et cela va ralentir notre croissance économique en 2019, et maintenant en 2020 si ça continue. Et puis, il vient de décréter, par exemple, que l'ECO, ce que le président français est le président de l'UMOA. Ce n'est pas le président Ouattara qui a décidé. Il a décidé en tant que président en exercice de l'UMOA, des 8 États membres. Donc il n'a pas pris une décision de façon unilatérale, ça a été sûrement en concertation avec ses pairs, ses autres chefs d'État des pays de l'UMOA. Donc ils ont fait un pas ensemble, qu'on va aller dans le sens commun de l'ECO. Le mot éco vient de ECOWAS, parce qu'il a la domination des anglophones dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui dominent et c'est eux qui ont imposé le mot, le sigle éco, et ça remonte à quelques 5 ans, je crois. Oui, donc on l'a adopté et Ouattara a voulu montrer qu'il allait dans le bon chemin en décidant qu'on adoptera l'éco dès 2020, puisque les pays de l'UMOA, grosso modo, nous respectons les critères de convergence, puisque nos propres critères de convergence à l'intérieur de l'UMOA sont beaucoup plus sévères que ceux prévus pour la CEDEAO. Et donc je ne vois pas pourquoi le Nigeria subitement, c'était hier ou avant-hier, le Nigeria a pris la décision que non, que l'UMOA ne doit pas aller toute seule vers l'ECO, il faut qu'elle attende que les autres la rejoignent. Or, les autres, c'est-à-dire les 7 pays, autres que les 8 pays de l'UMOA, les 7 pays qui sont la Gambie, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, eux, ça fait depuis 1983 qu'on s'était fixé l'objectif qu'en l'an 2000, on devrait avoir une monnaie commune. Ensuite, en l'an 2000, on l'a reporté à 2005. 2005, on l'a reporté à 2015. Et 2015, on l'a reporté à 2020. Ça, ce sont les autres pays qu'on a appelés la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO. Ils devaient converger ensemble, de même que, à l'image de ce que les 8 pays de l'UMOA, de la zone CFA, ont déjà comme convergence. Et donc les deux types de monnaie, la ZMAO plus le franc CFA, devaient ensuite se fondre ensemble dans l'éco. C'est ça qui a été prévu. Malheureusement, les 7 pays qui ne sont pas CFA n'ont rien fait depuis 40 ans pour converger. Chacun n'en fait qu'à sa tête, tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile de gérer une monnaie qui est aux ordres du pouvoir plutôt qu'une monnaie qui est indépendante du pouvoir politique. Nous, en zone CFA, la monnaie a toujours été indépendante du pouvoir politique, alors que chez eux, chaque fois que le gouvernement veut payer les salaires des fonctionnaires et des militaires, il appuie sur un bouton et la planche à billets marche. Regardez par exemple la monnaie CEDI, j'avais fait une étude dans le temps, entre sa création en 1972 et 2012, donc ça faisait 40 ans, la monnaie CEDI a été divisée par 7500. C'est-à-dire qu'il y a eu 750 000% de dévaluation. Pendant cette période, le franc CFA n'a dévalué qu'une seule fois de 50% contre 750 000% policiers. Donc,
on a une discipline, nous, au niveau de la zone CFA, qu'il ne faudrait pas perdre, parce que la monnaie n'a jamais freiné la croissance économique. La croissance économique ne dépend que de la politique économique du gouvernement. Or, le malheur de tous nos pays africains, c'est que c'est la corruption qui est le premier vice de gouvernance. Et c'est ça qui a empêché l'Afrique d'émerger, alors qu'elle avait la possibilité d'émerger pendant la période 1973 à 1980, où il y a eu le boom des matières premières. Tous nos budgets ont été multipliés par 7, par 8, par 10, selon les pays. Mais on n'en a pas profité, puisqu'on s'en est servi pour faire une politique des grands travaux, de gaspillage des richesses nationales, avec des surfacturations de tous les investissements publics. Et depuis lors, nous traînons dans la déprime et dans l'appauvrissement de la population, la misère des populations. Et on fait des investissements publics qui sont surgonflés. Ce qui fait que le surplus économique qui doit servir à améliorer le niveau de vie sociale, les hôpitaux, la santé, l'éducation, ce surplus est absorbé par les surfacturations des investissements publics, qui sont surtout des investissements fallacieux. Et on fait des bâtiments qui coûtent des dizaines de milliards de francs CFA, alors qu'on pourrait se contenter de simples bâtiments, et la différence pouvant servir aux hôpitaux et à mieux payer les professeurs, à créer des écoles, à mieux alimenter les universités, dont M. Leboucor est le doyen et dont il va souffrir. Parce que moi, j'étais le premier doyen de la faculté, il est le 8e. Mais à mon époque, on vivait beaucoup mieux, on avait beaucoup plus de budget qu'actuellement. Et il va le sentir. Donc, non, moi j'estime que l'écho devrait prendre modèle sur le franc CFA. Et le franc CFA, dans la période transitoire, lui changer le nom. Je l'ai demandé au gouverneur il y a 1 an et demi, changer le nom du franc CFA en franc africain. Déjà ça, au moins ça, pour montrer, parce qu'on n'a aucune suggestion vis-à-vis de la France. La France, tout ce qu'elle fait, elle nous accorde sa garantie. Ça, en contrepartie, elle avait le dépôt de 50% de nos réserves, mais dites-vous bien qu'on ne déposait pas 50%. Ce n'était pas obligatoire simplement. C'est que nous déposions 90% de nos réserves. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le Trésor français nous accordait 0,75% de plus de taux d'intérêt par rapport au taux international. Et pourquoi il nous accordait ça? C'est pour couvrir les frais de gestion de la BCAO et de l'UMOA. Et pourquoi? Parce que les pays cotisants, les pays membres, ne veulent pas verser leurs cotisations. C'est le mal de l'Afrique. L'Union africaine ne marche pas, par exemple, parce que les pays ne versent pas leurs cotisations pour les frais de fonctionnement. Ce qui fait que le minimum de frais de fonctionnement de l'Union africaine est couvert et financé par l'Union européenne. Et le bâtiment de l'Union africaine a été construit par la Chine. Vous voyez, c'est ce manque d'éthique, de devoir, de discipline qui fait que l'Afrique n'arrive pas à émerger alors que nous avons tous les moyens d'émerger. Surtout avant ces dernières années où il y a eu l'exode des élites vers l'Europe, vers les États-Unis et le Canada, nous avions tous les cadres qu'il fallait pour pouvoir émerger avec les capitaux provenant de nos richesses d'exportation qui ont été détournés à des fins illicites et dégueulasses. Alors, Paco, tu as affaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Claude. Merci Christian. Merci Nadine. Je suis d'accord à 100% avec tout ce qui vient d'être dit. Et donc, et en plus, ce sont des débats récurrents que nous avons. Lors d'un dîner il y a quelques années chez Christian, il m'avait parlé de l'article de l'ouvrage de 1983. Et donc, c'est vraiment quelque chose
qui était finalement en décalage avec ce qu'avait produit, je crois, l'ancêtre du Serbie à l'époque. Et Nadim, nous sommes tous les deux à Lomé, pour ne rien vous cacher, c'est un spécialiste du couscous. Et donc c'est autour des tablés de couscous de Nadim que nous discutons. Monet, qui est le premier doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé. Et il apporte beaucoup au débat, à la fois au Togo et puis au-delà sur la question monétaire. Du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est deux séries de choses pour remettre ce qui a été dit dans une perspective qui va nous permettre de débattre. Donc, revenir tout d'abord sur, finalement, la genèse des décisions qui ont été prises, ce que j'appelle l'élargissement des parties prenantes, et ensuite sur, à mon avis, les 4 options qui sont sur la table aujourd'hui par rapport à la création de l'éco. Okay. Donc, sur la genèse, je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler depuis un certain nombre d'années un élargissement des parties prenantes dans la discussion autour du franc CFA. À commencer par le Fonds monétaire international. Traditionnellement, le FMI a été assez, on va dire, discret sur la question monétaire en zone franc, parce qu'il y avait une sorte un peu de modus operandi où le directeur général du FMI, provenant traditionnellement de la France, la Banque de France, du Trésor, s'intéressait beaucoup plus à la question budgétaire qu'à la question monétaire, laissant le monopole de la question monétaire plutôt au Trésor. Et pour vous raconter une petite anecdote, en 2013, donc j'étais à l'université d'Oxford et je voulais passer 1 an au FMI et j'ai passé toutes les étapes et M. Hervé Joly, je cite son nom parce que je n'aime pas dire des choses sans donner des précisions. M. Hervé Joly, qui s'occupait de la zone franc au FMI, en tout cas pour lui et moi, me dit « Monsieur Mboko, bienvenue au FMI, mais vous n'aurez pas le droit de travailler sur le franc CFA. Okay. Vous pourrez travailler sur le fédéralisme budgétaire, puisque je sais que ça vous intéresse, mais vous ne pourrez pas travailler sur la monnaie. Vous pourrez en discuter au café, mais vous ne pourrez pas faire de travaux là-dessus. » Et donc je lui dis, Monsieur Joly, convenez avec moi que ne pas pouvoir travailler sur la monnaie au Fonds monétaire, à tout le moins, il y a un oxymore. Et bon, je n'y suis pas allé. Quelques semaines après, j'ai été nommé ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une timidité quand même du FMI par rapport à la question du franc CFA. Et en 2016, on a vu que cette chape de plomb finalement sautait parce que Christine Lagarde va à la conférence des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé et dit aux chefs d'État, préparez-vous à dévaluer le CFA de l'Afrique centrale parce que vous avez moins d'1 mois d'importation. Vos réserves de change couvrent moins d'1 mois d'importation. Donc, vous ne pourrez pas soutenir la fixité du change avec l'euro. Dans ces conditions, il va falloir que vous dévaluiez. Et donc, Michel Sapin, qui était le ministre des Finances français, a essayé d'arrondir les angles en disant on va voir avec nos collègues africains comment faire pour éviter une dévaluation. Mais à ce moment-là, si vous vous rappelez, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, en particulier les chefs d'État ivoiriens et sénégalais, avaient dit nous ne mutualiserons pas nos réserves de change parce que nous faisons l'effort de gérer sérieusement